37e capsule vidéo. On va y aller avec la troisième partie de Marilyn. Donc, on continue avec les interventions pédagogiques, orthopédagogiques. Merci. Donc, ben, comme on l'a dit, c'était le dernier objectif de la capsule, donc de proposer certaines interventions dans les différentes interventions orthopédagogiques en mathématiques. Puis, on va voir aussi quelques outils d'évaluation standardisés parce que les évaluations qui sont diagnostiques, ben souvent, ça va partir des besoins où c'est vous qui allez les créer ou qui allez utiliser. Il y en existe certaines, je pourrais en reparler un peu plus tard, mais la plupart du temps, ça va être des évaluations maison qui sont utilisées comme diagnostic où vous allez aller chercher précisément ce que vous voulez comme information. Donc, là, je vais être dans la partie où pendant un bout de temps, je ne veux pas vous donner mal au cœur, mais je vais bouger ma caméra pour vous permettre de voir certains du matériel, en fait, en plus de ce que je vous présente avec les petites images ici. Donc, on disait souvent, la lecture et l'écriture des nombres vont poser problème à plusieurs élèves. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériel? Bien sûr, il va falloir leur faire voir, leur faire compter, leur présenter différentes représentations des nombres pour que les élèves finissent par avoir une meilleure connaissance, puis les pratiquer. Donc, je suggère ici j'allais dire, c'est des activités en pochette que vous pouvez acheter. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas de part dans aucune des compagnies qui vendent ce matériel. Donc, je vous le propose parce que c'est des choses que moi, j'ai aimé utiliser, qui étaient des fois simples, mais vous pourriez vous reproduire ce matériel-là à moins de coût. Des fois, c'est le temps qui faisait en sorte que j'achetais. Donc, comme vous voyez, souvent dans la lecture, l'écriture, on va commencer par travailler la première décade de 1 à 10. Hein, il faut s'assurer que, puis ce que j'explique en dessous, c'est que dans le fond, il y a plusieurs mots à mettre en relation, puis le « et » pour compter jusqu'à 100. Fait qu'on va commencer par s'assurer de la première décade que c'est clair, puis ensuite, on va aller travailler les autres décades. Vous voyez, il y a les décades complexes. Hein, passer de 10 à 20, c'est plus complexe que de 20 à 60 parce que 20, on va juste faire 20 et 1, 20, 22, 23. Les élèves, ça va vite. Mais le 12, 13, 14, 15, c'est plus difficile. Le 17, 18, ça va mieux, mais c'est une décade plus difficile. Puis on va le retrouver avec le 70. Donc, des outils qui sont intéressants. La pochette numéro beau des éditions Passe-Temps, ça a été construit par une orthopédagogue qui s'appelle Annie Lucier, qui a tout le temps du beau matériel intéressant. Dans le fond, c'est des fiches sur lesquelles il y a différents nombres d'inscrits, puis ce qu'on demande aux élèves, c'est de les lire, de les représenter avec du matériel, de les écrire en dictée. Donc, puis dans ça, il y a un petit trou, je vous dirais, une petite évaluation diagnostique intéressante où on a une série de nombres qu'on nomme aux élèves. Ils doivent les écrire, donc on a en dictée qu'est-ce que ça donne, puis on leur demande de les lire et, comme je disais tantôt, de les représenter. Puis ensuite, il y a des fiches pour pratiquer, dans le fond, les différents nombres en fonction des décades que je viens d'expliquer. La même dame, Annie Lucier, a aussi une application sur iPad qui s'appelle Bloops. C'est qu'elle en a deux, une en français qui est Bloops, puis en maths qui est Blips, ou quelque chose comme ça. Dans le fond, l'idée, vous voyez une image, là, c'est on entend quelqu'un qui dit clique sur le chiffre ou le nombre 10, et là, dépendamment des représentations, des fois, c'est des chiffres qui sont représentés, des fois, c'est des représentations comme vous voyez, là, avec du matériel, des abacles, des tableaux de nombres ou du matériel en base 10. Donc, on peut faire pratiquer les élèves, mais ne prenez pas que ça, revenez dans des choses, bien, je vais vous en montrer. Je vais déplacer ma caméra vite fait. Ça donne mal au cœur, mais... Marilyn est présentement sur son lieu de travail là, dans une école. Ah, je m'excuse, je n'ai pas démêlé mon... Ah, OK. Vous pourriez utiliser un jeu de cartes
toujours disponibles n'importe où, n'importe quand. C'est assez, on peut les utiliser. Les cadres à 10 cases qui sont super intéressants avec les plus petits. Là, vous voyez, là, c'est des exemples. Ici, ceux-là, les cadres sont déjà remplis, mais il y en existe où vous pouvez demander aux élèves de remplir, de les cocher. Il y a des jeux ici comme le Pirate Boom, où vous avez des cartes encore où on a différentes représentations. Vous voyez, l'animal va montrer avec ses doigts 2, on va voir le chiffre écrit. Donc, les dés que vous avez sûrement utilisés pour la représentation qu'on peut voir aussi. Donc, il y a plusieurs outils disponibles dans... Voyons, me voilà de retour, où vous pouvez travailler ça. Puis gardez ça simple. Ce n'est pas obligé tout le temps d'être du matériel très dispendieux. L'idée, c'est de garder notre activité riche de façon mathématique. Hein? OK. D'autres suggestions aussi, quand on a des suites, tout ce qui est les serpents et échelles, dans le fond, on le voit, là, c'est comme une grille de nombres jusqu'à 100. Donc, pour travailler les nombres jusqu'à 100, on peut utiliser ces jeux. Puis là, on peut travailler à demander aux élèves, dans le fond, de faire des bons de 2, des bons de 5, des bons de 10. On n'est pas obligé de respecter toujours les serpents, les échelles, puis nous l'adapter, ou quand il y en a, bien, on retravaille ça, ou demander, tu as descendu de combien, puis on peut retravailler plusieurs choses. Leur demander combien ça te prendrait pour obtenir la tête du serpent pour monter. Donc, on les fait travailler un peu comme le terme manquant, qu'est-ce qui manque pour arriver à ce nombre-là ou à l'échelle qui est là. On peut travailler avec ça, les intervalles, plusieurs choses, les termes. Bon, j'ai pas mal tout mentionné ce que vous voyez là. Donc, moi, je vous le remonte, là, mais j'ai une version géante d'un serpent à échelle. Donc, ça peut être intéressant en version plus gros pour faire travailler les élèves, voir les nombres. Petite chose importante, bien des fois, notre matériel est bien beau, bien ludique. Juste s'assurer que, par exemple, ici, mon 6, est-ce que l'élève va reconnaître le 6 comme il faut? Donc, pensez à ça. Est-ce que les chiffres vont être écrits d'une façon que les élèves, ça va faciliter l'apprentissage? Donc, des fois, le matériel est bien beau, mais il faut aussi s'assurer que ce n'est pas trop surchargé puis qu'on garde l'essentiel de ce qu'on veut travailler. Fait que des fois, juste un tableau bien plate, ça fait le même travail, puis on peut faire, avec les TNI maintenant, là, vous pouvez en créer facilement un tableau de sang, là, puis travailler avec ce genre d'activité-là. Pour travailler les opérations, il y a différentes choses. Là, on peut travailler avec des dés, où on demande aux élèves de calculer, de soustraire, d'additionner, de soustraire, de multiplier des dés. Il y a le tableau de Pythagore pour aider les élèves plus en difficulté en prenant soin de leur expliquer pour qu'ils puissent le remplir et devenir plus habiles avec les tables de multiplication. On pourrait travailler avec de la pâte à modeler aussi pour leur faire comprendre un peu le sens des fois de l'addition quand j'ajoute plus de pâte à modeler, quand j'enlève, pour que les élèves comprennent un peu mieux. Puis, un des jeux qui est intéressant aussi, c'est ce petit jeu derrière qui est Can't Stop, qui est intéressant pour travailler, dans le fond, les différentes opérations. Pour travailler les opérations du matériel aussi au départ qui est intéressant, les réglettes cuisonnaires où on peut travailler là, avec les différentes réglettes. Oh, je vais vous en montrer dans le fond, comme ceux-ci, où je pourrais faire des exercices pour travailler les termes manquants, par exemple. J'ai une réglette brune. Là, je mets cette réglette-ci. Ben, c'est qu'est-ce qui me manque pour avoir la bonne quantité, puis tranquillement arriver. Et ensuite, ben, là, on pourrait travailler sur, bon, ben, ma réglette rouge représente 2. Là, je n'ai pas les nombres exacts, là, mais la verte va être 1, 2, 6, 8. Fait que 6 et la réponse est 8. Donc, on pourrait travailler les modèles
pour travailler les additions, soustractions avec ce matériel-là qui pourrait être intéressant aussi. C'est pas mal ça. Il y a du matériel aussi qu'on peut acheter. Ça, c'est des pochettes, là, un peu avec du matériel déjà fabriqué. Ici, ça a été bâti par Mme Anne Lafay, qui travaille les différentes structures additives et multiplicatives qui sont dans le programme. Et ce sont de petits énoncés. Puis pour chacun des jeux, il y a une activité où l'élève peut utiliser du matériel, mais c'est que vous avez une quantité, je pense qu'il y a à peu près une trentaine d'énoncés problèmes en fonction des différentes structures additives ou multiplicatives que vous allez retrouver dans le boîtier au complet. Donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est surtout la quantité d'énoncés problèmes que vous pouvez travailler en fonction des différentes structures qui est intéressant. Si je peux me permettre, tantôt Marilyn a dit que ça peut être acheté, ce matériel-là, mais pour l'instant aussi, si vous voulez le tester en stage, beaucoup de ce matériel-là, en fait, se trouve dans les Vodidactech des 2 campus respectifs. Je connais un peu moins, honnêtement, le campus à Gatineau, mais je sais qu'à Saint-Jérôme, par exemple, cette collection-là, exactement tous ceux-là se retrouvent là, à Saint-Jérôme. J'aurais tendance à croire que c'est la même chose aussi à Gatineau. Donc là, c'est un peu plus compliqué présentement là, en temps de pandémie, mais en tout cas, normalement, là, éventuellement, ça va se terminer. Et quand vous pensez à vos prochains stages, aussi, si vous êtes en maths, que vous pouvez aller chercher plein de ce matériel-là, puis au lieu de payer de votre poche, par exemple, ben, vous pouvez aller chercher ce qu'il y a à la didactèque. Puis, ben, j'ai passé vite sur certaines choses qui n'étaient pas dans mes activités. Je vais juste retourner avec le petit matériel vite fait, là. Juste vous montrer pour travailler les valeurs de position. Là, moi, ce que j'aimais beaucoup, au-delà des bases 10, de prendre des macaronis ici qui représenteraient mes unités. Des petits sacs de 10, des petits sacs Ziploc de 10 que je peux vraiment défaire et ajouter, enlever si jamais je veux travailler l'ajout ou l'emprunt éventuellement. Puis, si je regroupe 10 petits sacs de ce format-là dans un plus grand sac, là, je viens travailler la centaine, même chose, vous comprenez, j'arrive avec le 1000, je pourrais aller aux 10 000. Puis je trouve ça intéressant avec les Ziploc. Il y en a différentes grosseurs. Puis ça coûte à peu près rien à travailler. Puis c'est très efficace pour travailler, dans le fond, au niveau des positions puis des valeurs des nombres. Les groupements en base 10. Là. Oui. Les dés, j'en ai parlé. L'argent, d'avoir des activités d'argent, ça peut être aussi intéressant de revenir à des choses qu'ils vont utiliser. Puis j'avais un autre truc pour Tantôt, je parlais de classement ou de sériation. Ici, il y a un jeu où les élèves doivent placer. Ben, le jeu, ce n'est pas nécessairement ça, mais on a aussi où on pourrait leur demander de classer les nombres de, je ne sais pas, 11 à je ne sais pas quoi. Puis là, ils doivent les placer en ordre, soit en ordre croissant, décroissant. Fait que c'est un petit jeu qui est. C'est pas nécessairement ce à quoi ce jeu-là servait, mais ça peut être intéressant de le modifier puis de jouer à différentes choses. Puis, un autre petit jeu pour travailler différentes choses, c'est une autre maison d'édition qui s'appelle Génie Folie, qui est intéressante. Des fois, leur matériel est très chargé d'images et de plein de choses, mais souvent, il y a des belles choses. Entre autres, ici, dans l'escouade des super nombus, là, on fait travailler mentalement l'élève ici, mais on peut, au départ, commencer avec du matériel. Donc, on enlève 2 dizaines et on va travailler différentes choses, dépendamment, on est à quel cycle, ils ont différents représentations. Des fois, c'est de cette façon-là et d'autres fois, ça va être avec les nombres que l'élève va devoir faire le calcul. Donc, je trouve ce matériel-là intéressant. Puis, dans certains cas aussi, on a de représentations avec du matériel en base 10. Fait que c'était d'autres éléments que j'ai apportés avant de passer à la dernière section. Normalement, les dernières années, Marilyn, on avait la chance de la voir avec nous. Elle venait voir les étudiantes, puis vous auriez eu la chance de manipuler tout ce matériel-là. Bon, vous comprendrez qu'on c'est pas possible cette année, mais en tout cas, on remercie encore une fois Marilyn de nous montrer tout ce matériel-là qui existe. Là.
Puis, ben, la dernière petite section que je gardais quand même, parce que vous allez, comme je l'ai dit, je n'ai pas tant d'interventions qui m'ont été demandées, mais ça pourrait arriver. Donc, certaines activités, je pense que vous avez vu aussi dans votre cours, entre autres la bouteille. Je sais qu'il me semble que j'ai vu une capsule qui traitait de ça, des façons de travailler avec les Smarties. Moi, j'avais emmené des M&M pour leur faire concurrence, mais dans NetMath aussi, maintenant, il est accessible à tous les cycles du primaire, ce qui n'était pas le cas avant, fait que c'est intéressant. Je vous dirais, par contre, NetMath a des activités intéressantes que vous pouvez aller retravailler, puis ce qui est dépendamment aussi si vos centres de services ont abonné tous les élèves, mais ça peut être une continuité avec ce qui est fait en classe, puis de le poursuivre en orthopédagogie ou d'avoir un lien. Donc, c'est du matériel. Et il y a dans NetMath certaines activités peut-être aussi que vous pourriez utiliser en probabilité et statistique. Donc, c'est sûr que je pourrais vous donner encore plein d'autres activités. Chaque fois qu'on parle de mathématiques avec des collègues, il y a tout le temps quelqu'un qui arrive avec une nouvelle affaire qu'on pourrait, un nouveau truc qu'il a fait, un nouveau jeu qu'il a acheté à telle place. Moi, je vous ramènerai ce qui est important, peu importe, c'est souvenez-vous, qu'est-ce que vous voulez travailler avec l'élève, puis à quoi va servir votre intervention. Donc, si c'est juste pour qu'ils s'amusent, ben vous n'êtes peut-être pas en orthopédagogie, vous devriez vous recycler. Non, c'est pas vrai, en, en animateur de loisirs. Mais ce que je veux dire, c'est assurez-vous vraiment de bien cibler les difficultés et le besoin de l'élève, puis sur quoi vous allez travailler. Puis c'est ça qui va dicter quel matériel vous allez utiliser, puis de quelle façon vous allez l'utiliser. Donc, Il y a l'intention didactique là, qui est au centre de tout, là, tout à fait. Définitivement. Donc, puis pour vous ramener à ça, j'ai montré plein de matériel, mais j'aimerais ça vous parler d'une activité qui n'en demande à peu près pas de matériel, qui s'appelle les causeries mathématiques, qui est une autre façon d'intervenir. Donc, donc, les causeries mathématiques, dans le fond, c'est une discussion de groupe là, avec vos élèves qui dure 5 à 15 minutes autour d'un problème. Là, on dit de calcul mental, mais ça pourrait être un problème de tout ordre possible où on veut développer le vocabulaire et le raisonnement des élèves, qui est judicieusement, comme je vous disais, choisi par l'enseignante ou l'orthopédagogue. Donc, ce que je vous propose, les causeries mathématiques, c'est ce que j'allais dire, vous allez les retrouver ou retrouver plus d'informations dans le référentiel d'intervention en mathématiques. Il fait partie de la première section où une des, j'allais dire, ce qu'on veut préconiser dans le référentiel d'intervention, c'est de développer la compréhension des élèves. Je pense que dans votre cours, vous avez dû en entendre parler souvent que la compréhension avant d'autre chose est importante. Donc, les causeries mathématiques, c'est un dispositif, dans le fond, qui est utilisé pour développer cette compréhension-là sur différents sujets. Et ce que je vais vous proposer, c'est une petite vidéo d'à peu près 2 minutes qui explique comment on peut mettre ça en place dans une classe, mais qui peut facilement se mettre en place aussi dans votre pratique en orthopédagogie. Donc, je vais partir la vidéo et comme je vous disais, causerie mathématique, ce qu'elle va présenter, ce qui va vous être présenté en vidéo, vous allez retrouver ça par écrit dans le référentiel d'intervention en mathématiques. Donc, bonne écoute. Ah. Est-ce que vous entendez? Oui. Pour faire les devinettes mathématiques, il va falloir que tu sois bien conscient. Et on va faire ça différemment que d'habitude. D'habitude, quand tu connais la réponse, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves ta main. Maintenant, on va faire un petit peu différemment. Tu vas prendre ton poing comme ça, fermé, puis tu vas le mettre ici sur ton épaule. Ça veut dire, Caroline, je réfléchis quand tu vas chercher la réponse à ta devinette. Quand tu vas avoir trouvé une réponse, tu lèves ton petit pouce. Ça veut dire, j'ai trouvé une réponse. Parfois, il va y avoir plus qu'une réponse. Donc là, si tu en trouves une deuxième, on lève un autre doigt. Si tu en trouves une troisième, on lève un autre doigt. Donc ça, moi, en vous regardant, je vais savoir tout de suite ceux qui réfléchissent, ceux qui ont trouvé une réponse, ceux qui en ont trouvé deux, ceux qui en ont trouvé deux. Tu vois des images au tableau? Oui.
lequel n'appartient pas aux autres, n'est pas comme les autres, et pourquoi? Il faut que tu m'expliques pourquoi il n'est pas comme les autres. L'instant même, tu as juste besoin de mettre ton poing comme ça sur ton épaule. OK. Je vais aller voir Mélanie. Toi, lequel tu trouves qui ne va pas avec les autres? OK. Donc, ce que tu dis, c'est que ceux-là, c'est tous des trucs qu'on peut manger. Puis le ballon, ben là, si on mange pas ça. OK. Je suis d'accord avec toi. Parfait. C'est une très bonne raison. Est-ce qu'il y en a d'autres amis? Je vais regarder des points sur votre épaule qui ont trouvé d'autres réponses. Émeric. Les autres sont tous chocolat, et lui, il n'est pas avec du chocolat. Donc, tu me dis le lait, il ne va pas avec les autres parce que c'est le seul qui est pas au chocolat. Ouais. Parfait, j'aime ça. Excellent. C'est une autre bonne réponse. Il y en a d'autres bonnes réponses. Il est dur. OK, c'est vrai. Ballon de basket, quand on pèse dessus, c'est dur. Alors que les trois autres. Oui, puis ils sont mous, hein? Si je pèse dessus, mes doigts vont renfoncer dedans. Hey, c'est bon, ça, j'avais pas pensé à celle-là. OK, parfait. Voilà. Donc, dans le fond, les causeries mathématiques peuvent s'adapter. Souvent, c'est ce qu'on va prendre, là, une image, et on va demander aux élèves, on va avoir déjà une question en tête ou une réponse, puis qui va cibler ce qu'on veut travailler. Puis, on va questionner les élèves pour voir, eux, leur raisonnement ou leur façon de voir les choses, puis de faire comprendre qu'il y a des fois plusieurs façons de voir, puis qui ne sont pas toutes mauvaises, bien, qui peuvent être tous bonnes, dépendamment de ce qu'on avait à rechercher. Donc, puis il y a plusieurs sites, ça ressemble aussi, ils appellent ça les causeries mathématiques ou les talks. Math Talks. Oui, c'est ça. Vous avez oui, puis que vous pourriez utiliser facilement. Ça demande un écran, une image, puis un 5-10 minutes où on fait réfléchir les élèves. Donc, ça pourrait être des nombres qui sont dans les carreaux qu'on voyait, puis leur demander qu'est-ce qu'ils ont de commun, qu'est-ce qu'on voit. Donc, il y a plusieurs applications possibles des causeries mathématiques. Puis, je vous encourage à les essayer autant en classe que, comme je vous disais, en pratique orthopédagogique. C'est simple, puis on est dans le développement de la compréhension, puis on fait verbaliser les élèves, ce qui va leur permettre d'acquérir ou, en tout cas, développer leur vocabulaire aussi mathématiques. Je vais ajouter aussi un lien vers, dans le fond, il y en a d'autres qui appellent ça aussi « Quel est l'intrus » là? Et puis il y a même un site, là, je vais vous mettre le lien du site. Puis le principe, c'est ça, c'est qu'il y a toujours chacune des 4 cases peut être l'intrus selon la justification qu'on va lui donner. Donc, c'est vraiment, comme disait Marilyn, l'idée, c'est de les faire discuter, travailler. Oui, on peut parler de la forme, de la couleur, tout ça, mais après que ça c'est sorti, bien, souvent, il va y avoir du vocabulaire mathématique qui va sortir, puis là, c'est là que ça devient encore plus pertinent, mais il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse, on fait juste, on fait ressortir, dans le fond, ce que les élèves savent là-dessus. Suite à ça, moi, je veux... Ah, ici. Donc, je vous partage, ça vient pas c'est pas moi qui ai fait ça. Je vous parlais tout à l'heure de Mme Annie Lucier lors d'une formation. Elle nous a remis ce petit tableau-là. Des fois, qui peut servir quand on veut cibler les difficultés en mathématiques. Donc, dans nos discussions avec les enseignantes, où on peut demander, bien, aller préciser dans les différents domaines que vous voyez là, où c'est difficile, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qu'on travaille. Donc, vous, c'est rapidement un tableau que vous pouvez utiliser pour voir qu'est-ce que je travaille. Est-ce que je suis dans les fondements mathématiques qu'on a vus tout à l'heure? Est-ce qu'on est dans plus la numération, les mesures? Bon, il pourrait en avoir d'autres, là, ce n'est pas exhaustif, mais c'est un petit tableau qui pourrait vous aider, donc que vous allez pouvoir utiliser. Moi, je trouvais ça intéressant d'aller cocher ce que je travaillais, puis je basais mes objectifs orthopédagogiques à partir de ce que j'avais dans ce tableau-là. Donc, c'est un petit outil intéressant. Puis, comme je vous ai dit au début, on va terminer dans le fond avec les outils d'évaluation. Je vais vous en présenter 3 qui sont, 2 qui sont des outils standardisés, l'autre qui est un peu différent, mais quand même, vous avez peut-être entendu parler de ces outils-là. Le premier, c'est le Wyatt.
dans lequel il y a 2 sous-tests où on va évaluer plus spécifiquement les mathématiques. Le sous-test de raisonnement mathématique qui permet, là, on le voit, d'évaluer le raisonnement. Puis il y en a un autre qui est aussi... puis là, je l'avais ramené ici parce que dans ce sous-test-là, il y a quelques questions qui concernent les probabilités statistiques. Puis, il y a un autre sous-test où là, on va voir l'application qui est faite. Dans le fond, c'est un cahier dans lequel il y a différents calculs, différentes opérations mathématiques à faire et que l'élève doit compléter. Donc, le Wyatt nous permet de comparer un élève par rapport à un élève de son âge ou d'autres âges, puis de le situer, je dirais plutôt globalement. On peut ressortir certaines difficultés. Par exemple, il y a de la difficulté avec les fractions, mais on ne sera pas tant plus précis que les fractions, classer les fractions, pour lui, c'est difficile. Donc, ce n'est pas si précis que ça. Puis, qu'est-ce qui cause ça? Bien, des fois, il faut pousser plus loin notre évaluation. Donc, c'est un bel outil. Si vous avez ça dans vos centres de services, vous pouvez les utiliser. Comme je vous dis, c'est quand même long à faire. Ça doit être fait en individuel. Ça ne peut pas être une passation de groupe. Donc, c'est en 1 pour 1 avec l'élève. Puis ensuite, vous devez interpréter vos résultats, ce qui fait que ça vous donne une évaluation qui peut durer facilement entre 2 heures et 3 heures avec votre interprétation. Puis, c'est du matériel dispendieux, mais bien fait. Puis, il y a des normes québécoises. Fait que ça peut être intéressant. Quoi qu'elles sont, j'allais dire, un peu questionner ces normes-là quant aux échantillons qui ont été utilisés pour faire cette norme-là. Donc, voilà. Un autre test qui est souvent utilisé, qui est le KMAT, qui est aussi un test en français. Lui, c'est un test qui a été, je dirais, fait par au niveau du Canada anglais. Donc, ça ne correspond pas nécessairement à notre programme de formation quand on veut s'assurer est-ce que c'est les bons niveaux. On peut comparer autant avec le KMAT qu'avec le Wyatt de tout à l'heure. On peut comparer les élèves par rapport à leur âge, mais on peut les comparer aussi par rapport à leur niveau scolaire. Et c'est là que le KMAT, des fois, les données proviennent du Canada anglais qui n'ont pas le même programme de formation que nous. Donc, un élève de 3e année au Québec, c'est peut-être pas la même chose qu'un élève de 3e année en Ontario ou en Colombie-Britannique, par exemple. Donc, il faut rester à l'affût de ces éléments-là quand on fait notre interprétation de l'utilisation de ces outils-là. Le KMAT, par contre, comme vous le voyez, va avoir plusieurs sous-tests. Il n'y a pas seulement des éléments intégrés. Là. On va vraiment avoir au niveau de la numération, de l'algèbre, de la géométrie, des mesures. Et on va mais questionner chacune des 4 opérations et le calcul mental. Donc, le test est un petit peu plus précis par rapport à plus grand, mais sachez que ces tests-là ont un protocole, puis vous ne pouvez pas arrêter quand ça vous tente. Donc, si je commence à un niveau, il faut que j'attende qu'il y ait un nombre d'erreurs, par exemple, 3 erreurs consécutives avant de pouvoir arrêter le test. Donc, des fois, c'est très, très long. Puis s'il y a une erreur, puis la prochaine est le bon, je dois continuer. Donc, des fois, ça fait des tests qui sont très, très longs à administrer. Donc, comme notre temps est souvent compté en orthopédagogie, bien, dépendamment, souvent les orthopédagogues professionnels ont plus de temps pour faire ça, comparativement à ce que je vous ai parlé en début de première capsule, nos ortho-enseignantes, qui, eux, sont régis par des minutes présence élève. Donc, des fois, c'est plus difficile dans ce cas-là. Puis, la prochaine trousse qui est utilisée, vous allez voir souvent dans les écoles, c'est la trousse Prime. Par contre, Prime, ce n'est pas un outil d'évaluation standardisé. Dans ce cas-là, c'est intéressant. Prime a différentes trousses qui vont évaluer comme si vous avez sens du nombre et des opérations. Il y en a une en géométrie, il y en a une en algèbre. Puis si je ne me trompe pas, il y a peut-être quelque chose même en probabilité statistique, hein, je crois, ou en tout cas. Je ne l'appelle pas comme ça, là, c'est traitement de données et voilà. hasard, quelque chose comme ça. Là. Ouais. Parfait. Donc, c'est dans ces trousses-là, dans le fond, on compare les élèves ou on situe les élèves sur un tableau comme une échelle là, de l'élève je ne me souviens plus des termes, mais dans le fond, où
l'utilisation des mathématiques est plus ou moins flexible. Il est capable de tout, avec le sens du nombre, entre autres. Là. Puis la dernière échelle, c'est l'élève utilise les nombres dans différents contextes, puis c'est flexible pour lui, puis c'est très malléable là, de bien comprendre les différents sens de tout. Donc, c'est fait par c'est une chercheure qui s'appelle Marianne Small, que vous allez sûrement voir. Elle a plusieurs matériels qui ont été faits qui utilisent un peu ces échelles. Sont intéressantes, vraiment, les échelles qui sont là. Puis, par contre, elles ne correspondent pas encore là, une fois, à nécessairement notre programme de formation. Donc, puis à l'intérieur des trousses Prime, vous avez des petites évaluations diagnostiques qui, elles, peuvent être intéressantes. Mais encore là, il faut savoir exactement ce qui a été ciblé puis pourquoi, dans certaines épreuves, on a choisi, j'allais dire, ils ont des items clés, là, ces items-là sont prédicteurs de certaines autres choses là, qui viennent dans la trousse. C'est un autre matériel qui est quand même dispendieux et souvent, il faut, pour avoir la trousse Prime, il faut avoir suivi la formation qui vient avec. Et c'est une formation avec le matériel qui est autour de 1200 quelques dollars. Mais je sais qu'elles sont disponibles, voyons, à la didactée. En tout cas, à l'UQO, à Gatineau, c'est disponible. Ça, je sais. Aussi. Donc, vous pouvez les feuilleter. Juste pour être sûr là, que c'est bien clair pour vous qui écoutez, ici, les outils d'évaluation, juste pour être sûr, ce sont vraiment un outil d'évaluation en contexte orthopédagogique, donc vraiment, comme elle disait, là, pour situer l'élève par rapport à son développement, tout ça, et non pas un outil d'évaluation pour la compétence 1 et 2, là, comme on vient de voir dans les capsules précédentes, là, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Merci. Bien, pas du tout. C'est vraiment des outils plus utilisés en orthopédagogie. Quoique la trousse Prime peut être utilisée en classe, mais c'est un peu différent, l'idée derrière ça. On n'est pas dans l'évaluation de compétences comme le programme le préconise. Donc, puis, comme je disais, bien, tout ce qui est les autres évaluations, même diagnostiques, souvent, bien, là, on va utiliser le matériel qu'on va avoir sous la main ou des fois, en voyant travailler l'élève, on va observer certaines difficultés. Puis là, c'est ces éléments-là qu'on va noter. Mais on peut facilement aller en classe puis observer une production d'élèves. Je pense que vous avez fait cet exercice-là. Puis déjà être en mesure de déceler plusieurs erreurs. Puis plusieurs éléments sur lesquels on peut revenir ou travailler avec les élèves juste à partir d'une tâche qui a été donnée en salle de classe, à partir des grilles descriptives là, qu'on utilise en évaluation en salle de classe pour l'intervention. Puis je vous dirais, vous allez avoir probablement plus de détails et d'informations si vous prenez le temps de bien observer et de bien analyser les difficultés que vous observez dans les tâches qui sont faites en salle de classe. Alors, moi, je vous dirais pour terminer, dans le fond, c'est mon petit... laissez-vous émerveiller du génie mathématique des élèves en difficulté. Ces élèves-là vont vous pousser à être des meilleures intervenantes. Puis je vous le dis encore, même si je suis conseillère pédagogique là, depuis 2 ans, je suis en train de travailler avec une enseignante dans l'école où je suis présentement. Puis encore ce matin, on était à développer ou en tout cas à travailler sur des activités mathématiques pour que les élèves comprennent mieux, puis en utilisant différents outils, mais en travaillant avec la résolution de problèmes. Puis les élèves, à chaque fois que je viens dans cette classe-là, je suis étonnée de leur compréhension puis de ce qu'ils vont me sortir comme raisonnement mathématique. À chaque fois, je reste étonnée. Ils ont des façons de penser qui ne sont pas les miennes, mais qui sont des fois 3 fois plus efficaces que ma façon de faire à moi parce qu'ils l'ont compris. Puis ça me permet de voir où ils sont rendus dans leur cheminement. Donc, profitez-en, amusez-vous, puis ben, profitez du fait de, justement, les mathématiques, c'est un beau domaine pour s'amuser, puis exploiter, puis faire vivre ça aux élèves pour que ça devienne agréable. Fait que je vous remercie beaucoup. J'adore ton mot de la fin. Je trouve que ça rejoint vraiment beaucoup l'idée que, dans le fond, les élèves en difficulté, il ne faut pas sous-estimer et dire qu'ils ne peuvent rien faire et de leur donner juste des tâches très, très simplistes. Parce que, comme on en a déjà parlé, là, ça viendrait, dans le fond, brimer toute l'activité mathématique riche qui peut être faite, là, puis on va faire juste des mathématiques de base là, qui sont pas nécessairement intéressantes, mais en se disant, c'est tout ce que les élèves peuvent faire. Donc ça, j'aime bien l'idée, comme tu dis, là, que non, les élèves sont capables, il
faut juste avoir des mesures d'adaptation avec ces élèves-là. Puis, on peut s'émerveiller de génie mathématique. Là, j'adore. Donc, merci encore une fois, Marilyn, en mon nom, puis en celui des étudiantes qui t'écouteront. J'espère que ça les intéressera aussi. Dans les années précédentes, ça a toujours été un succès, donc je suis sûr que ce sera le cas encore cette année. Puis, comme tu l'as suggéré tout à l'heure, je les invite à noter leurs questions parce qu'on va pouvoir t'accueillir dans notre classe pour que tu puisses venir répondre aux questions. Donc, c'est super. Et ça me fera plaisir. Merci. Merci.